Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tour de table, et comme toujours, je ne suis pas tout seul, parce que pour vous divertir, j'ai avec moi Amos et Shulking. Bonsoir. Salut à tous. Et aujourd'hui, Shulking va nous parler de sa toute nouvelle obsession, à savoir Lumentale, le fameux Pokémon-like 100% espagnol qui agite tout le monde depuis quelques jours maintenant. Et il en profitera d'ailleurs pour nous présenter quelques-uns de ses autres RPG de capture de monstres favoris. Et il y a plein de belles choses qui nous attendent, mais je ne serai pas le seul à parler parce qu'il y en a que j'ai pas fait. Ouais, avec Amos, on vous donnera quelques-uns de nos favoris aussi. Allez, avec plaisir, allons-y. Et ensuite, je serai très heureux de partager ma lubie personnelle qui me poursuit depuis 1 an maintenant, à savoir platiner des jeux. Et j'essaierai d'ailleurs de vous convaincre de vous y mettre. Eh bien, bon courage parce qu'on n'est pas dans la même équipe. Ça va pas être simple. Et enfin, pour conclure l'émission, Amos a envie de nous parler du poison du tryhard qui gangrène le monde du jeu vidéo depuis de nombreuses années maintenant. Bref, un programme tout à fait sympathique, alors allez vous chercher une petite tisane, installez-vous bien, et on est parti. Donc en tant que grand fan de la licence Pokémon et de Nintendo en général, j'étais obligé de parler de Lumentale que j'attends depuis un moment, avec Thomas d'ailleurs. Ouais, j'avoue que il était dans ma wishlist depuis pas mal de temps celui-là. Et je vais en profiter pour glisser d'autres Pokémon-like, comme on les appelle, que j'ai adoré, dont certains que j'ai fait avec des personnes dans ce vocal. Tout à fait, représente. Alors je précise pour les puristes avant qu'on s'y mette, que certes Pokémon n'a pas inventé la formule des RPG de capture de monstres, Dragon Quest et Shin Megami Tensei étaient là bien avant. Néanmoins, si aujourd'hui on parle de Pokémon-like pour décrire ce style de RPG, c'est pas pour rien, et c'est difficile de nier l'impact qu'a eu Pokémon sur ce style de jeu, donc on va appeler ça des Pokémon-like par abus de langage. Effectivement, Pokémon n'est pas le premier RPG de capture de monstres, mais les puristes, merci de nous laisser un peu tranquilles. Alors avec la sortie toute récente de Lumentale Memories of Stray, développée par Beehive Studio, j'avais vachement envie de vous parler des Pokémon-like, et j'ai pas énormément joué à Lumentale. Il est sorti il y a quelques jours, j'ai à peine 4 heures de jeu, mais ce début de jeu est une pépite, l'histoire est prenante, le gameplay, comme tous les Pokémon qu'on va voir, ont un gameplay à leur sauce, c'est pas juste on reprend Pokémon avec des chara-design différents. Et je dois avouer que je trouve que l'ambiance est assez exceptionnelle, hein. Personnellement j'ai joué moins que Shulking, j'ai joué une petite heure grosso modo, et l'ambiance, que ce soit visuelle et sonore, est assez marquante, hein, je dois dire. Donc très bon pour le coup. La musique de combat, je vais y penser pendant des semaines et des semaines. À chaque fois que je lance un combat, je suis trop heureux. Mais avant de parler plus en détail des autres Pokémon-like, Amos, toi qui n'y as pas joué du coup, qu'est-ce que, de loin comme ça, tu pourrais en penser d'un Pokémon-like encore un, j'ai envie de dire? Ah, il m'envoie au charbon, là. Oui, parce que t'es le seul qui a pas joué. À la base, je voulais vous faire tous les deux, mais Thomas, il a commencé, donc... Eh bien, écoute, pour ma part, j'en ai vu des très belles choses. La DA est très attirante. Maintenant, j'ai vu 2-3 gameplays en regardant des streams, notamment juste le gameplay de capture qui a été très sympa. J'ai pas du tout regardé les combats. Mais c'est vrai que, bon, bah, de mon point de vue, en tout cas, ça a pas d'intérêt si vous cherchez pas un Pokémon-like. C'est un peu comme Temtem dans le fond. Donc je sais pas si je suis dans l'erreur, mais en tout cas, de mon point de vue, ça a cette allure-là. Et dans le fond, je suis assez d'accord avec toi, c'est souvent ce que je me dis quand je vois des Pokémon-like de loin. Faire un Pokémon-like, d'accord, mais pourquoi faire? Et en fait, c'est quelque chose que je généralise aussi aux fangame Pokémon, hein, qui reprennent pour le coup la formule Pokémon, en ajoutant en général pas grand-chose, soyons honnêtes. Et c'est vrai que quand je vois un Pokémon-like, c'est souvent la peur que j'ai. J'ai envie de me dire, bah, si j'ai le choix, pourquoi je ne jouerais pas à Pokémon plutôt que de jouer à ce truc-là? Et bah, en général, je vous dirais que vous aurez pas tort pour les autres Pokémon-like, mais pour Lumentale, je suis pas du même avis. Je trouve que ça fait vachement plus JRPG du style Final Fantasy, plus que Pokémon, justement. En tout cas, dans les combats. Et ce qui est assez surprenant, et c'est un peu la peur que j'avais quand on en discutait sur ce jeu, qui m'avait tapé dans l'œil, hein. Mais à la base, les développeurs, c'était des gens qui travaillaient justement sur des fangame Pokémon. Et moi, ça me faisait très peur. Parce que je me disais, partir un petit peu sur une autre licence, et pourquoi faire? C'est quoi le risque? Est-ce qu'ils vont juste copier la formule, changer le nom des types, inventer des designs de Pokémon, et c'est parti, on roule pour faire exactement la même chose? Et effectivement, comme tu le dis, sur le début d'aventure, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, ils sont partis plutôt sur d'autres sources d'inspiration, et l'envie de justement de se délester de tout cet héritage de Pokémon, en fait, hein. Bah, en fait, mis à part le système de capture de monstres, qui est probablement inspiré de Pokémon, mais si Pokémon eux-mêmes se sont inspirés d'autres choses, et bah, je ressens vachement plus une patte Final Fantasy qu'un combat de Pokémon. Je sais pas si t'avais cette même remarque. Bah pour le coup j'aurais beaucoup de mal à te dire parce que j'ai joué vraiment une petite heure et j'ai fait genre 1 ou 2 combats donc c'est dur à dire.
Mais effectivement, sur l'ambiance, sur l'esthétique, sur ce que le jeu me dégage, et franchement, c'est ce que j'expliquais à Amos avant qu'on commence à enregistrer, hein, et je me disais, mais j'ai vraiment pris une petite claque sur la mise en scène, sur effectivement, comme tu l'as dit, le début de scénario, etc. Je me suis dit, ah oui, là on n'est pas juste sur une équipe qui a tenté de copier Pokémon en fait. Bah là on est vraiment sur un jeu, c'est le Pokémon-like le plus éloigné que j'ai jamais fait en fait pour le moment. Je vais le dire, ressens vachement des vibes de Chain d'Echoes que j'ai fait récemment, que un fan game que j'ai fait à peu près dans la même période, tu vois. Et ça fait du bien. Et ça, Dieu sait que c'est une des plus grandes gentillesses qu'on peut dire à un jeu vidéo. Tout doux. Calmons-nous. Bon, et alors du coup, est-ce que t'en as d'autres à nous conseiller? Parce que tu nous as un petit peu vendu ça, donc on voudrait avoir tes petites pépites personnelles. Bon, ils seront beaucoup plus proches de la formule Pokémon, mais déjà j'avais envie de parler de Temtem, que j'ai fait en compagnie de Amos. Tout à fait, et c'est ici que j'interviens. Effectivement, et je me suis retenu de le dire tout à l'heure pour pas vous couper, mais Temtem est parti avec le même point de départ que Lumentale. Le principe, c'est que c'est des anciens mecs qui faisaient des fangames, et qui se sont dit, mais Pokémon, c'est chiant. Il y a trop de RNG. Les combats sont pas assez stratégiques. Il y a trop de choses incontrôlables par les joueurs. Eh bien, ils ont pris Pokémon, ils ont retiré le plus gros de la RNG, en tout cas dans les combats. Ils ont tout mis en combat double, et paf, voilà Temtem. Alors pour le coup, personnellement, je suis vraiment pas un fan de Temtem, hein, vous le savez. Maintenant, c'est vrai que avec les années qu'on passait, moi j'ai joué à sa sortie, j'ai quand même bien envie de m'y replonger, voir ce que ça donne, mais dans l'imaginaire que j'en ai, j'ai vraiment l'impression que c'est pour le coup le cliché de la copie de Pokémon qui avait une idée, c'est-à-dire retirer la RNG et rendre ça plus compétitif. Et pour moi, ça fait pas un bon jeu comme idée. Mais voilà, encore une fois, j'y ai joué à sa sortie. Peut-être que le jeu a beaucoup évolué depuis. Peut-être que j'ai pas compris sa proposition. Mais j'espère que Lumentale ne va pas prendre la même direction. Au début, je me disais pareil sur Temtem, sauf que justement, les combats uniquement en mode 2v2 déjà, ça change tellement de choses, tellement plus de côté stratégique en 2v2 uniquement, comme on peut le voir par exemple dans les compétitions de Pokémon. Hein. En plus de ça, tout comme le début de Lumentale qui commence à avoir une histoire intéressante, l'histoire de Temtem, bien que basique, est très cool et prenante. Et il y a un autre truc, moi, qui m'a beaucoup marqué dans Temtem, alors que c'est un truc qui m'exaspère dans Pokémon, et que je pense qu'il pourrait te plaire, Thomas, c'est l'élevage. L'élevage, c'est super cool dans Temtem. C'est super marrant, c'est super prenant, et le jeu te demande d'optimiser tes Pokémon avec tes IV et tes EV. Bon, là, on part pour ceux qui connaissent pas Pokémon, mais il faut que tu optimises l'entièreté de ton Pokémon, de sorte à ce qu'il soit le plus optimisé possible, parce que sinon, tu vas galérer dans les combats. Parce qu'effectivement, nous, on n'a pas du tout effleuré la partie PVP, etc. Mais même dans le PVE, le jeu est vraiment dur, pour le coup. Alors que nous, on trichait, parce que, attention, Temtem a une feature cool. On peut jouer à 2, effectivement. On peut mettre 3 Temtem chacun dans notre équipe, mais du coup, ça veut dire que ça rend tout ça plus simple, parce que les enchaînements de combat, tu switches tes 3 Temtem avec tes 3 autres, et du coup, t'as 12 Temtem au final. Tu peux pas les lancer en combat, mais tu peux échanger, etc. Et même comme ça, on en a chié avec Shulk, on en a chié. Et surtout, je trouve son gros point fort, c'est que tous ces Temtem, du coup, les Pokémon, ont vraiment leur propre design. Et quand tu vois un Temtem, tu sais que ça vient de Temtem. C'est ça qui est bien aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et aussi, la chasse au Temtem est super cool. Je sais pas si tu te rappelles, Shulk, mais à chaque fois, on voyait un bouc se promener avec un Temtem qu'on n'avait jamais vu de notre vie. On s'est dit, wow, c'est dans 2 îles qu'on peut l'avoir, c'est trop bien. Et du coup, on essayait de se rappeler, à chaque fois, la construction d'équipe, la chasse au Temtem, parce qu'il y a du temps avant de débloquer des nouvelles îles. Et la chasse au Temtem est trop bien. Franchement, ce jeu est une pépite. Je prends en note que je pense qu'avant cette chronique, j'aurais dans mon calepin plein d'envie pour les jeux que j'ai envie de faire ensuite. Là, vous êtes en train de me hyper, j'ai envie de redonner une chance à Temtem, là. On le refera ensemble si tu veux. Voilà, on le refera tous ensemble. Et en plus de ça, Temtem, maintenant, il a son propre univers, où est-ce qu'il a son Swarm, il va avoir un prochain jeu, un peu à la survie en mode Palworld. Il a développé son univers, maintenant. Est-ce que les autres jeux vont faire pareil? Je sais pas. Et ensuite, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui m'a été offert par un ami dans ce vocal, appelé Thomas. Nexomon, plus particulièrement, Nexomon Extinction, parce qu'il m'a déconseillé de faire le 1. Alors je te l'ai offert, mais je te le conseille pas du tout, hein, parce que moi j'ai joué un petit peu, alors je crois que c'était le 1 effectivement, et j'ai détesté dès la première heure. Même ma vie, je suis allé loin dans le 1 et j'ai pas trop aimé. Je n'ai pas fait le 1 du coup, mais Extinction personnellement, j'étais vraiment dedans. Lui par contre, il a vraiment l'ADN Pokémon, tu vois. Tu le sens que c'est vraiment un Pokémon, il a un autre nom. Alors ouais, c'est un peu l'image que j'en avais sur le côté gameplay, et moi ce qui m'a vraiment sorti du délire, c'est l'histoire très... on brise le 4ème mur, on fait des réflexions méta, etc. Et en fait, j'étais là genre... ouais bon, c'est un Reddit qui a pris vie, en fait, le jeu, ça me fait pas rire, quoi.
ça m'a pas posé de problème, mais vraiment, c'est vraiment un ADN Pokémon, lui, contrairement aux deux autres qu'on a parlé. Et apparemment, il y a un 3 qui vient d'apparaître sur Steam. On n'a pas de date, on n'a pas de trailer, on n'a rien, mais peut-être un nouveau banger. Mais pour le coup, tu vois, quand je pense à un Pokémon-like, c'est vraiment un Exomon que je pense, parce que c'est vraiment la caricature pour moi du jeu qui invente rien et qui va juste reprendre la formule Pokémon en changeant le nom des types et en changeant le nom des bestioles. Ça fait pas un jeu à part entière, pour moi, je préfère jouer à Pokémon en fait, si j'ai le choix. Ouais, mais justement, je vais parler que de Nexomon parce qu'il y en a plein. Il y a Coromon, t'as Rizimon qui doit sortir dans peu de temps, qui lui est la même chose mais juste version trash. J'avais envie de parler que de Nexomon Extinction parce que c'est lui que j'ai préféré, tout simplement. Mais dans le fond, effectivement, ouais, ces jeux-là, c'est... On reprend la formule Pokémon sans la modifier et en changeant les bestioles, quoi. C'est... À ce titre-là, je pense que ces jeux-là, ils apportent moins que certains fangames Pokémon, qui, eux, osent tenter de nouvelles mécaniques, osent tenter des choses un peu marrantes. Et je trouve ça drôle, en fait, que des fangames Pokémon tentent plus que des jeux brandés, voilà, autre chose, où ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent. En plus, en général, dans ce genre de jeu, moi, ce qui m'avait beaucoup frustré avec Nexomon, c'est vraiment, on fait pareil, mais différemment. Les types, attention, c'est pas eau, c'est aquatique. Et attention, on change les rapports de types. Vent, c'est fort sur aquatique, pour aucune raison, on sait pas pourquoi. Mais du coup, c'est confusant de malade quand ils jouent. Et en fait, tu dis, mais tu veux faire un Pokémon, mais différemment. Tu prends les mêmes types, tu changes juste vite fait les noms, t'en retires un ou deux, t'en rajoutes un ou deux. Et après, tu fais un truc à distance, parce que là, moi, t'es frustré avec Nexomon, parce que tu verses à table des types, tu sais plus pourquoi, le feu, ça devient fort sur l'eau, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, mais... C'est vraiment l'ADN Pokémon. Collecter tous les Nexomon, c'est intéressant. Enfin, ça m'a plu en tout cas. Faire tous les combats, capturer tous les légendaires, le DLC entre guillemets était sympa aussi. Il est pas incroyable, mais c'est le meilleur de ceux qui n'inventent rien. Oui, vu comme ça, je pense que c'est le mieux qu'on puisse dire de ces cas-là. Et je parle évidemment que de Extinction et pas de Nexomon de base que Thomas m'a déconseillé de faire. Bon, après, je veux pas m'attirer les foudres de la commune Exomon, j'y ai vraiment joué 2 heures. Hein. Non, mais je vais le dire, j'ai joué 10 heures, ça pue la merde, voilà. J'enfonce des portes ouvertes, voilà. Ah ouais, bah comme ça, c'est dit. Il y en a un qui prend des pincettes, mais l'autre pas du tout. Et plutôt que les petits studios, on va parler d'un gros cette fois-ci. On va parler de la licence de Monster Hunter avec les Monster Hunter Stories. Ah. Même si j'ai pas été un grand fan personnellement, il y en a un ici qui a fait une vidéo dessus carrément. Bah j'adore les pierre-feuille-ciseaux, donc faut dire que oui, voilà, je suis assez fan. Moi, j'ai beaucoup aimé le 2 et j'ai pas testé le 3, mais il a une excellente presse. Et dis donc, je me rends compte que ça fait déjà 3 émissions qu'on parle de Monster Hunter Stories. On a des choses à dire sur ce jeu. Hein. Je pense Il serait temps d'en parler, ouais. Ouais, il est temps d'en parler extensivement. Je pense qu'il y en a un de nous deux qui va devoir se taper une chronique retour sur Monster Hunter Stories. Ah non, s'il vous plaît. Et alors, le cas intéressant, je trouve, avec Monster Hunter Stories, c'est la volonté de plein de studios de recréer le miracle Pokémon et de penser que ça passe juste par le côté capture et collecte de monstres. Parce qu'évidemment, c'est de Monster Hunter Stories qui petit à petit prend son petit bonhomme de chemin à travers les jeux de la licence. Là où le premier était simplement un clone sympathique de Pokémon avec une volonté un petit peu abstraite d'étendre l'univers de Monster Hunter. Alors oui, l'univers est un peu plus étendu que dans Monster Hunter, mais bon, être mieux que le gamin qui mange de la terre, c'est pas forcément hyper pertinent. Maintenant, la licence, elle prend son envol et elle teste de nouvelles choses au fur et à mesure des opus qui sortent. Et c'est pas le cas uniquement de Monster Hunter, hein. Moi, j'en ai en tête, par exemple, Spectrobe, bon Dieu, mais quel jeu de fou! Bah ouais, très bien, ouais, j'en garde un bon souvenir. Bah je sais qu'on y a beaucoup joué quand on était petits tous les deux, hein. Oui, on est frères, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais il y a aussi Invisimals, que je me rappelle que t'as bien saigné à l'époque également. Ouais, alors, rétrospectivement, c'était nul, c'était mal fait, mais c'était une bonne idée, mais très mal faite. Moi, j'en garde beaucoup de tendresse, mais... J'ai encore les cartes si vous voulez. Pour ceux qui remettent pas Invisimals, c'est un jeu qui utilisait la feature de la PSP d'avoir une caméra. Et en fait, on pouvait... en gros, il y avait des créatures qui étaient invisibles à l'œil nu, que tu pouvais voir que sur la caméra de ta PSP. Et tu devais les capturer dans l'univers, dans l'univers autour de toi. Donc par exemple, t'as des Invisibles qui se baladaient dans des surfaces violées. Donc tu trouves une surface violée dans ton salon, que tu la scannes. Et après, l'Invisibles apparaissait. Et après, tu devais mettre une carte pour que ton Invisibles apparaisse en réalité augmentée sur ta caméra. Et après, tu les faisais se taper contre d'autres. Alors rétrospectivement, c'était nul. Le système de combat était pas ouf. Les créatures étaient pas terribles. Mais t'avais ce petit côté marrant, quand t'étais un enfant, t'aimais bien, tu te baladais avec ta PSP, tu voyais des créatures sur le chemisier de ta grand-mère, t'étais content, voilà. On a aussi eu une tentative côté Level 5 pour faire plaisir à Shulking avec Yokai Watch qui reprend aussi un petit peu la formule Pokémon et la tourne un peu à sa sauce. Oh, quelle bouse.
buzz quasiment uniquement au Japon et ça s'est très très vite essoufflé. Hein. Mais ce n'était pas le premier essai de Level 5 au Pokémon-like, puisque le premier Ni no Kuni est un RPG de capture de monstres. Mais on parlait du coup de Monster Hunter Stories, et effectivement, moi c'est celui qui m'a le plus marqué. Effectivement, j'y ai dédié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je trouve quand même que on n'est pas sur un plagiat bête et méchant de Pokémon, on est sur un RPG de capture de monstres qui tente autre chose. Même s'il faut vraiment faire de gros efforts pour pas voir l'impact de Pokémon là-dedans, parce qu'on peut avoir une équipe de 6 monstres, parce que le but c'est de tous les collectionner. Donc ouais, effectivement, c'est dur de pas voir l'impact de Pokémon là-dedans. Alors vous êtes dur, moi j'aime bien ce côté en adéquation avec la nature, t'as un pisteur, tu règles des problèmes, moi j'aime bien ce côté-là. Ah mais j'adore ce jeu, j'adore cette licence, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore cette licence, maintenant c'est vrai que la base qui a inspiré cette licence, c'est de vouloir recréer la formule Pokémon. Bah fondamentalement, le plus gros problème de tous ces jeux qu'on vient de citer, c'est que globalement, ils font du Pokémon, mais ils en changent l'emballage. Mais ça reste du Pokémon dans le fond. C'est littéralement du Pokémon avec un emballage différent. Il y a très peu de studios qui ont fait des tentatives qui sortent vraiment de Pokémon. Bah en fait, c'est la Dark Soulisation du jeu vidéo, si j'ai envie de dire. On en discutait dans notre dernier épisode sur God of War. Je pense que Pokémon a eu un tel impact dans le JRPG de capture de monstres qu'aujourd'hui, les seuls qui font autre chose que de la formule Pokémon, et bah c'est ceux qui étaient là avant. Ça va être les Dragon Quest Monsters, ça va être les Shin Megami Tensei. Parce qu'ils étaient là avant Pokémon. Donc pour eux, c'est pas dur d'innover sur leur propre formule à eux. Dans le fond, ils font des RPG de capture de monstres un peu uniques. Alors, je trouve que t'es un peu dur en disant que tous les autres font comme Pokémon, parce que je trouve quand même que Monster Hunter Stories et Ni no Kuni qu'on a cité également ont des formules qui sont quand même très différentes de Pokémon et qui trouvent leur propre identité. Lumentale aussi, il commence à avoir sa propre identité avec le peu de temps que j'y ai passé. Ouais, bah effectivement, et comme on l'a dit, plus ces licences vieillissent, plus ces licences vont créer des opus successifs, et plus ça a tendance à s'écarter de son modèle. Bah, typiquement, Temtem, je pense que si un jour il y a un Temtem 2 pour une raison X ou Y, le jeu risque d'être très différent. C'est prévu. Voilà. Et bah moi Thomas, je pense que t'en connais deux justement qui font des choses bien radicalement différentes. Ah là, on est sur mes chouchous, effectivement. Bon alors, je pense que t'es en train de nous parler du coup des deux bébés de Moirai Game. Excusez-moi si je le prononce mal, à savoir Monster Sanctuary qui est sorti il y a quelques années, et effectivement Aethermancer qui est en early access à l'heure où on parle. Hein. Donc deux jeux qui sont fortement inspirés de la licence Pokémon, surrevendiqués concrètement. Hein. Donc ce studio s'est fait connaître avec Monster Sanctuary, leur premier jeu, qui est issu d'un Kickstarter, qui se vendait comme un Metroidvania fusionné à un Pokémon-like. Donc autant vous dire que ça fait très très envie aux fans de Nintendo, qui ont vu l'occasion rêver, leur rêve mouillé de fusionner Metroid et Pokémon. Hein. Je pense qu'il y en a une paire qui se sont laissés convaincre comme ça. Et si dans le fond, c'est pas un excellent jeu, soyons honnêtes, hein, c'est pas un très bon Metroidvania, et en tant qu'RPG de capture de monstres, il est pas exceptionnel non plus, ça reste néanmoins un jeu que je porte énormément dans mon cœur, et qui lui pour le coup trouve son identité. On est vraiment plus proche d'un Shin Megami Tensei que d'un Pokémon, avec toujours la volonté de tous les capturer, mais beaucoup de côté RPG dans la personnalisation des monstres, qui en font un jeu avec sa propre identité. Et alors du coup, comme je le disais, Moirai Studio a récidivé il y a quelques mois, il me semble que c'était pendant les fêtes cette année, donc ça doit faire à peu près 6 mois, que ils ont drop leur deuxième titre, Aethermancer, qui essaye cette fois de fusionner le Pokémon-like, on reste fidèle à ce qui a marché dans le premier jeu, avec cette fois le roguelike. On a donc un roguelike de capture de monstres, dans lequel vous allez enchaîner des runs, capturer des monstres, les améliorer, les faire combattre, proposer des synergies un peu sympas, c'est des affrontements en 3v3, c'est du roguelike assez classique dans l'idée, mais on a ce côté capture de monstres qui est très sympa et que j'adore personnellement. Donc c'est ma petite reco, Aethermancer, si vous n'avez pas essayé, tentez-le, franchement ça vaut le coup. Thomas, si je dis pas de bêtises pour revenir sur ta chronique, tu aurais platiné Monster Sanctuary? Ouais, j'ai platiné Monster Sanctuary, mais c'est pas le seul, j'ai aussi platiné Monster Hunter Stories dont on a parlé, mais je vous en parle tout à l'heure. Donc ne nous précipitons pas trop, puisqu'avant il faut parler de nos petites prédictions du moment. Et si vous permettez, j'aimerais bien me lancer avec ma propre prédiction. Ouh, il a l'air chaud là. Alors pour ma petite prédiction, je vais revenir sur un événement qui a eu lieu le 27 mai 2026, donc il y a quelques jours à l'heure où on enregistre, à savoir la célébration des 40 ans de Dragon Quest. Le fan de JRPG que je suis était tout excité à l'idée des annonces qui allaient y être faites. Alors si l'annonce d'un nouveau Dragon Quest Monster m'excite quand même un petit peu, je dois avouer que le gros morceau, ce que j'attendais avec impatience, c'est l'annonce de Dragon Quest XII.
Et mon hot take du jour va concerner Dragon Quest XII. Alors, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi les annonces, c'était le gros pétard mouillé, la commu est tombée sur Square Enix, puisque ça fait des années que les joueurs attendaient l'annonce de Dragon Quest XII, qui avait déjà été annoncée sous le titre The Flame of Fate, les flammes du destin, et qui vendait énormément de rêves à la commu, mais sur lequel on n'avait pas eu plus d'informations que ça depuis des années. Et il se trouve que pour ces 40 ans de Dragon Quest, eh bien Square Enix a annoncé Dragon Quest XII, mais pas sous le titre qu'on nous avait annoncé il y a des années, puisqu'en effet, Square Enix a complètement recommencé le projet, avec du coup un nouveau titre, Dragon Quest XII Beyond Dreams, que les fans ont conchié littéralement, en expliquant que les chara design étaient nuls, et que ça donnait pas du tout envie. Mon hot take du jour, et ma prédiction du jour, c'est que ce que les fans attendaient par-dessus tout avec The Flame of Fate, c'est-à-dire une histoire plus sombre, presque dramatique dans ce qu'on nous annonçait, eh bien ils vont l'avoir. Le personnage principal qui a été beaucoup décrié, avec ses fameuses cernes un peu bizarres, je l'imagine bien dans une aventure assez tragique, puisqu'on nous dit qu'il devait avoir un lien avec les rêves, etc. Et ce chara design un petit peu fatigué avec des cernes, etc., j'imagine bien que ce protagoniste sera au cœur d'une histoire beaucoup plus sombre, ou en tout cas tout aussi sombre que ce que faisaient les premiers opus de Dragon Quest. C'est ma prédiction du jour, je le sens vraiment bien, mais pour ça, il va falloir attendre quelques années, parce que si j'ai bien compris, le jeu ne sera pas drop avant pas mal de temps. Et si je peux ajouter une sous-prédiction à ma prédiction, ce serait que si jamais il s'avérait que j'avais complètement tort, et que vraiment on est parti sur complètement autre chose, il n'y a pas d'histoire plus sombre ou que sais-je, eh bien en fait, dans tous les cas, on y aura le droit un jour s'il y avait quelque chose à sauver dans le projet de The Flame of Fate. J'ai du mal à croire qu'un géant comme Square Enix ait juste mis à la poubelle des années de développement, puisque oui, on parle vraiment d'années de développement pour ce premier projet. J'ai du mal à croire que s'il y avait des choses vraiment très intéressantes dans le projet, on n'y aura pas le droit sous une autre forme ou sous la forme d'un spin-off. Voilà. Il prend des risques, c'est beau. Peut pas être meilleur que Dragon Quest 8. Et bah, Shaq, tu fais le malin, mais du coup, c'est le moment d'envoyer ta prédiction, là. Et bah ma prédiction, on va revenir un peu sur le dernier épisode. Je pense que pour le Summer Game Fest qui se tient d'ici quelques jours, au moment où est-ce qu'on tourne ceci, même s'il sera déjà passé quand il sera sorti, je pense qu'il y aura l'annonce du prochain God of War au Summer Game Fest. Wesh, effectivement, tu prends des risques là. Hein. Sony, ils doivent sortir quelque chose, s'ils sortent un Spider-Man, je serai déçu. Ouais, j'entends. Il y a des rumeurs d'un Shadow Drop dans le jeu, mais Shadow Drop God of War, ça me paraît un peu... Ah oui, non, ça j'y crois pas trop quand même. J'ai parlé d'annonce. C'est osé. Et bien du coup, je me lance, c'est à mon tour. Et bien moi j'ai une prédiction un petit peu triste, où on espère tous que ça ne se réalisera pas, mais je prédis que d'ici les 3 prochaines années, les jeux vont commencer à sortir, les plus gros AAA, à plus de 100 €. 100 €, allez, 99 € on va dire, 99 €. En édition standard, classique, vanilla, les jeux seront à 99 €. Il n'y a aucun jeu, là les jeux en moyenne ils sont à 80 € maximum. Donc je pense que c'est GTA 6 qui va ouvrir le bal et qu'il y a plein de gens qui vont s'engouffrer dans la brèche que ça va créer et que d'ici 2-3 ans, il y a des jeux qui vont commencer à sortir à 100 € et que ça va devenir la norme. Eh ben, espérons que ce ne soit pas le cas. Oui. Nous verrons, j'espère être le clown pour une fois. Alors, de mon côté, aujourd'hui, j'aimerais qu'on débatte ensemble sur l'épineux sujet des 100% et autres platines dans le monde du jeu vidéo. Et si j'aimerais qu'on en discute, c'est parce que compléter des succès sur Steam, eh ben, c'est une activité que j'ai découvert il y a maintenant 10 mois. J'ai commencé en début août, et je dois avouer que je suis tombé assez amoureux de la pratique, avec aujourd'hui pas moins de 13 platines, comme on appelle ça, à mon actif. Alors avant qu'on commence à vraiment discuter, est-ce que tous les deux vous pouvez déjà me dire où vous vous situez face à cette pratique très populaire parmi les gamers depuis déjà quelques années? Addict au succès ou rien à foutre? Pour que je platine un jeu, faut vraiment que je kiffe le jeu, l'univers, quelque chose, et que ce soit pas des platines, refaire le jeu en speedrun, refaire le jeu avec sans se prendre de coups. Faut que ce soit des succès qui sont pas trop cons, parce que les succès refaire le jeu, je trouve ça débile, et il faut que le jeu soit vraiment intéressant pour moi. Pour ma part, je me sens dans la catégorie perte de temps.exe. C'est vraiment remplir un jeu avec du vide. Les 99% des succès, c'est faire un truc de merde que personne t'a jamais demandé de faire et qui n'apporte rien à ton expérience. Ok, donc je suis en terrain ennemi, hein. Il va falloir que je sois convaincant pour essayer de leur faire comprendre mon point de vue. Alors déjà, pour les aliens qui regarderaient, je rappelle que l'idée derrière le fait de platiner un jeu, c'est de faire tout ce qu'il est possible de faire dans un jeu donné. Parce que oui, en 2026, finir un jeu, ça veut surtout dire qu'on a terminé l'aventure principale, pas qu'on a fait tout ce qui était possible de faire. Et les jeux vidéo ont tendance à ne pas être avares en contenu optionnel, que ce soit post-game ou même des easter eggs. Donc faire le 100% d'un jeu, c'est vouloir faire tout ce que le jeu propose. Et j'imagine que dans l'histoire du jeu vidéo, il a toujours existé des joueurs qui ont eu la volonté de faire tout ce qu'il était possible de faire.
Mais avec la 7ème génération de consoles, et plus particulièrement avec la PS3, si je dis pas de bêtises, les éditeurs se sont mis à proposer des trophées pour la PlayStation, des points pour la Xbox, et des succès pour Steam, la plateforme de Valve. Ce qui a amené 2 grosses différences à cette lubie des 100%. Déjà, si c'est présent, ça veut dire que les développeurs ont la main mise sur ce qu'on considère comme optionnel, et donc lié à ce système de succès. Et ce qui relève purement de l'easter egg, et donc qu'on ne retrouve bien souvent pas dans les succès. Et ça, c'est déjà une première grande différence. Parce qu'aujourd'hui, quand on platine un jeu, ça veut pas forcément dire qu'on fait absolument tout ce qu'il y a dans le jeu. Suivant les jeux, chaque équipe va gérer ses trophées un peu comme elle le désire. À titre d'exemple, je viens de terminer récemment le platine de Clair Obscur Expedition 33, qui me demandait pas, par exemple, d'accumuler toutes les armes, tous les costumes, ou même tous les pictos du jeu. J'ai pas eu besoin de récupérer tout ça, et pourtant j'ai bel et bien mon petit ruban qui valide les 100% sur Steam. Ensuite, évidemment, le plus important, c'est qu'avec cette officialisation du fait qu'il y aurait plusieurs stades au fait de finir un jeu, eh bien tout un aspect social s'est mis en place. Et oui, c'est le phénomène des chasseurs de trophées, ces gens qui veulent en accumuler le plus possible, avec certains grands malades qui poussent le délire à vouloir platiner 100% des jeux qu'ils possèdent sur leur compte Steam ou PlayStation. Et ça, c'est une pratique qui a explosé notamment grâce à pas mal de vidéastes qui présentent sur leur chaîne YouTube les trophées platine de tel ou tel jeu, un peu à l'image de ce qui se fait dans le monde du speedrun, je trouve. Mais j'avoue que pendant des années, je trouvais qu'il y avait énormément de raisons de ne pas vouloir s'adonner à cette pratique, tout comme mes 2 comparses. Alors, on t'écoute Amos, j'imagine que tu vas pouvoir nous mettre un petit peu le doigt sur ce qui pourrait ne pas aller dans cette activité. Alors, premier exemple. La seule fois de ma vie où j'ai 100% un jeu, et j'insiste, je n'ai pas le platiné, je l'ai 100%, et c'est bien là le problème. J'ai 100% Shadow of War. Sauf que 100% et platiner, ce n'est pas la même chose. Platiner, ça veut dire avoir tous les trophées, 100% ça veut dire faire tout le contenu du jeu. Eh bien oui, parce qu'il y a des trophées de merde dans Shadow of War. Il faut aller caresser des chats, il faut aller faire des trucs que personne n'a jamais fait dans l'histoire du jeu, qui ne sont même pas considérés comme du contenu du jeu, c'est juste des trucs, des défis à la con qui n'apportent rien et qui ne sont inutiles dans le jeu. Donc, et oui, j'ai 100% un jeu sans l'avoir platiné. Ce qui peut être absurde. Donc, si on retire ce fait-là, même dans l'absolu, sans platiner les jeux, c'est souvent faire des trucs complètement débiles et qui n'apportent rien à la qualité du jeu. C'est aller caresser un chat ou un chien, c'est aller récolter 150 bidules qui sont inutiles. Alors là, j'estime qu'on met le doigt déjà sur 2 gros problèmes qui viennent avec le fait de platiner certains jeux. Déjà, premièrement, effectivement, certains trophées platine n'ont absolument aucun intérêt ludique et sont juste là pour flatter la communauté, comme on l'a dit. Et je pense par exemple à Dark Souls, que pourtant j'ai platiné, mais dont le platine se résume globalement à 150 heures de farm débile pour faire tomber des objets qui ont 1% de chance de tomber. C'est pas amusant, c'est pas intéressant, c'est nul. Et je pense également à ceux qui exigeraient aux joueurs de jouer à leur version online, qui souvent sont juste un tout autre jeu. Je crois que c'était un peu le délire sur Rayman Origins par exemple, dont le platine n'a aucun intérêt. Tout à fait, il fallait faire des courses à la con, il fallait en faire une quantité absolument débile, sauf que bonne chance, parce que le jeu online n'existe plus sur ces jeux-là, donc le platine n'est plus possible. Et comme tu le disais également, ça peut être une perte de temps qui ne flatte que notre FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur qu'on aurait de ne pas avoir fait tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu. Souvent, ce qui est optionnel dans un jeu n'a pas vraiment d'autre intérêt que le plaisir hypothétique qu'on prendrait à le faire. Si faire une quête optionnelle n'a aucun intérêt pour vous et que vous avez besoin de la carotte qui est le trophée pour le faire, j'ai envie de dire, autant aller découvrir un autre jeu. Et je pense que ça résume un petit peu votre vision des platines. Je suis d'accord, ça dépend vachement des jeux. Par exemple, moi j'ai platine Captain Tsubasa Rise of the New Champions qui est sorti il y a quelques années, parce que je suis fan de l'univers Captain Tsubasa et j'adorais refaire et refaire des personnages en boucle. Sauf que le jeu, même une fois que je l'ai platine, j'avais envie de continuer à y jouer. Ça a pas vraiment juste l'intérêt de tiens, prends ta carotte, t'as ton succès. Alors que si je compare avec Hollow Knight, alors là, refaire le jeu 4 fois sans se prendre de dégâts, sans mourir, avec moins d'1 heure pour finir le jeu, ça c'est vraiment juste regardez comment je suis fort, j'ai réussi à platiner Hollow Knight, ça veut dire que j'ai speedrun quoi. Effectivement, du coup, là, avec ces 2 exemples, tu mets vraiment le doigt sur les problèmes qui se poseraient. Et moi, je vais en rajouter un 3e. Et ce 3e gros défaut, c'était pour moi la grosse raison de pourquoi je ne voulais pas platiner des jeux et que ça me semblait complètement con. Et elle découle un petit peu de ce côté social et FOMO qu'il y a avec ces trophées platine. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles lancent un jeu, elles ont l'impression que socialement, ce serait inacceptable de pas le platiner et qu'elles passeraient pour un noob en quelque sorte. Le souci étant que dans beaucoup de jeux, et je parle vraiment d'une grosse majorité des jeux auxquels j'ai été confronté,
Une partie non négligeable des succès sont ce qu'on appelle des missables. C'est-à-dire que si on ne fait pas telle action avant tel événement dans le jeu, eh bien le succès c'est mort, il faut recommencer une partie pour y avoir le droit. Ce qui fait que beaucoup de joueurs, et je conchis cette façon de faire, vont, avant même de lancer un jeu qu'ils ne connaissent pas, aller regarder des guides, aller regarder des solus, aller regarder des builds, et on va un petit peu déborder sur le sujet que je crois qu'Amos va évoquer juste après d'ailleurs. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de joueurs, platiner un jeu, ça passe par des choses que je trouve absolument débiles, c'est-à-dire se gâcher le jeu en regardant des guides, des solus, des astuces, une liste de succès avant même de commencer à y jouer. Pour moi, c'est bien simple, il ne faut jamais vouloir platiner un jeu auquel on n'a pas joué, ça n'a pas de sens. Et c'est en fait toutes ces raisons qui m'ont fait regarder avec mépris cette discipline pendant des années, en me disant effectivement que c'était juste une perte de temps et un truc qui n'était là que pour flatter mon ego, jusqu'au moment où, pour ne pas mourir bête, j'ai décidé l'année dernière de tester la discipline, et donc j'ai relancé ce bon vieux Final Fantasy 1, et je l'ai platiné en quelques heures de jeu. 5 ou 6 je crois, en reprenant ma vieille sauvegarde terminée, puisqu'effectivement dans ce jeu il n'y avait pas de succès missable, c'est-à-dire que je pouvais tout finir, même avec une sauvegarde déjà terminée. Et pour être honnête avec vous, j'ai adoré. Qu'est-ce qui a pu te faire changer d'avis ? Eh ben en fait, je vous en avais un petit peu parlé lors de notre dernière carte blanche. La raison de pourquoi j'adore cette discipline, c'est que même si, comme je vous l'ai dit, je ne me vois toujours pas découvrir un jeu par son platine, eh ben j'adore découvrir un jeu que j'aime déjà par ce biais. Parce que guide en main, c'est une autre vision du jeu qu'on a, avec plein d'astuces, plein d'anecdotes, plein d'easter eggs, en se permettant plein de curiosités, eh ben on a une toute autre vision d'un jeu que souvent on adore. Avec par exemple, pour compléter le platine de Dark Souls, qui est vraiment nul, comme je vous l'ai dit, donc je vous le conseille pas, eh ben j'ai dû aller apprendre des techniques de speedrun, mais aussi des techniques de manipulation de la RNG, mais aussi des techniques de glitch pour dupliquer certains objets très rares. Et c'était trop bien, parce que j'ai eu une toute autre vision du jeu, et en fait l'aspect social des trophées, j'ai compris que ça n'avait aucun intérêt. Puisqu'en fait en soi, je pourrais juste télécharger un mode de triche, et en 20 minutes débloquer tous les succès. Si c'était la seule chose qui comptait, j'en avais rien à faire. Mais en fait, la valeur que moi j'ai donnée au fait de cocher ces petites cases m'a fait découvrir plein de facettes d'un jeu que j'adore et que je n'aurais probablement jamais découvert si j'avais pas décidé cet objectif un peu bête de j'aimerais bien avoir tous les succès. Donc il a fallu effectivement que j'apprenne comment on duplique les âmes, comment on duplique les objets, comment passer tel ou tel mur, comment réussir tel ou tel objectif un peu débile. Et pour ça, j'ai eu l'impression de faire partie de la communauté et j'ai trouvé ça trop bien. Le besoin d'appartenance en soi. Mais pas vraiment, c'est plutôt un jeu que je m'étais déjà approprié. Dark Souls fait partie de mes jeux préférés. Là, j'avais ce sentiment de prendre un pas de recul et de me dire, ok, donc tous ces autres gens, les mecs qui trouvent des glitches, les mecs qui font des guides, les mecs qui font des vidéos pour performance, je tue un boss au coup de poing, tous ces mecs-là, toutes les connaissances et toute leur vision du jeu, j'en ai besoin pour accomplir cet objectif un peu débile, platiner le jeu. Et j'ai trouvé ça trop bien, parce que du coup, t'avais ce côté, tu vas voir la vision qu'ont les autres personnes d'un jeu que t'aimes. En fait, pour moi, ça ne reste à avoir très peu d'intérêt. Parce que le seul intérêt pour moi à platiner un jeu, dans tout ce que tu viens de me dire, c'est de donner plus d'intérêt à un jeu pour lequel t'en avais déjà. C'est de dire, j'ai déjà fait ce jeu il y a longtemps, j'ai envie de le refaire, mais j'ai la flemme de refaire l'histoire, c'est chiant. Donc je cherche un autre truc à faire, donc je vais faire du platine. Mais en fait, pour moi, ça revient au même où des trucs déjà intéressants, logiquement, tu les as déjà fait. Donc tu vas aller retourner le jeu pour faire les trucs moins intéressants que t'avais skippé avant. Ouais, mais alors là, ça voudrait dire que j'ai la science infuse et que je peux déjà à l'avance savoir ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Parce que des choses qui ne m'attirent pas dans le jeu, ça veut pas dire que, en étant forcé de m'y confronter, je vais pas te prendre un plaisir immense. À titre d'exemple, je sais que depuis que je me suis mis sur cette pratique, je suis beaucoup plus curieux dans les jeux. Et quand j'ai essayé Final Fantasy VII Rebirth, qui a énormément de mini-jeux, énormément d'activités annexes, je me suis surpris à trouver trop bien de me plonger dans le jeu de cartes intégré dans le jeu. Je me suis surpris de me prendre à le mini-jeu de course un peu débile. Et en fait, dans plein de jeux, ça me fait ça maintenant. Je n'aurais jamais été attiré par ces activités si on m'avait juste laissé le choix, est-ce que tu veux les faire ou non. Et vous me connaissez, j'ai tendance à aller en ligne droite dans les jeux. Et avoir un truc qui m'oblige à aller voir ce qu'il y a un petit peu sur les parcours en dehors des sentiers, on va dire, c'est trop bien et ça me fait vraiment m'intéresser à des choses qui ne m'auraient jamais intéressé s'il n'y avait pas cette carotte. Et comme je l'ai dit, effectivement, le côté performance, oh là là, je dois réussir à faire tous les succès tout seul, je m'en fiche un peu. Si j'ai le choix pour compléter un succès entre farmer un truc pendant 4 heures ou trouver une astuce de roublard sur internet qui va me nécessiter d'apprendre à faire un truc que je savais pas faire sur le jeu, je choisirais tout de suite l'astuce de roublard. Et des gens sur internet m'insulteraient pour ça. Mais je trouve que c'est
C'est tout l'intérêt que je tire de l'activité. Et du coup, tu les expliques pourquoi t'as platine Palworld? Non mais je pensais que ce serait une bonne idée, mais non, je recommande pas. 100 heures plus tard, je recommande pas. Parce que c'est aussi un peu le côté vicieux des trophées platine. Une fois que vous avez commencé et que vous avez fait les succès les plus chiants, bah même si vous découvrez que les autres succès ils sont chiants, bah vous vous sentez obligé moralement de les faire. Ouais, mais tu vois, c'est exactement ce que je disais. Pour 10 heures de plaisir, tu vas te taper 50 heures de trucs de merde, de caresser des chiens, d'aller récolter un peu de la peau de bistouquette, je sais pas trop où. Non mais après, comme je l'ai dit déjà, platiner un jeu, je sais que systématiquement, mais si c'est un jeu que j'adore, je vais regarder quels sont les succès avant. Typiquement, j'adore les Souls, j'ai platiné Dark Souls 1, je referai pas l'erreur de vouloir platiner un autre jeu From Software. Leurs platines sont nulles, j'en ai eu conscience, je veux pas m'infliger ça. Mais en vrai, est-ce que je regrette d'avoir platiné Dark Souls? Bah pas vraiment, pourtant c'était un platine nul. Est-ce que je regrette d'avoir platiné Palworld? Bah c'est pareil, pas vraiment, parce qu'il a fallu que j'aille me renseigner sur plein de trucs pour réussir à le faire. Et au final, c'est peut-être mon côté curieux, hein, mais j'ai trouvé ça trop bien, parce que, bah ouais, il a fallu que j'aille m'intéresser à comment on fait pour farmer de façon optimisée tel ou tel objet dans Palworld, comment on fait pour battre tel boss, sachant que j'ai pas 150 heures de farm pour le battre. Bref, voilà en fait, comment on fait les choses bien. Et dans le fond, ça se résume juste à me fixer un objectif débile. Si mentalement j'arrivais à me fixer un objectif à la con, je pourrais complètement le faire tout seul. Mais je trouve ça trop bien de me dire que les développeurs me font une checklist d'objectifs un peu débiles que je pourrais me fixer. Et pour revenir sur mon platine le plus récent, à savoir Clair Obscur, que j'ai terminé pas plus tard qu'hier, et ben je sais pas s'il y a un monde où j'aurais battu Simon si j'avais pas eu la carotte de me dire c'est le dernier succès qui me manque, il faut impérativement que je le batte. Le connaissant, il l'aurait pas fait. Mais probablement pas. Il aurait abandonné. Et pourtant je l'ai battu. En fait, pour moi, partir du principe que t'as aimé un jeu, tu peux le platiner. Mais en fait, c'est écarter tout un pan de jeux vidéo que toi t'as jamais essayé, mais qui est l'autre pan du platine. C'est pour moi, je vois pas de raison de platiner plutôt que de speedrun un jeu que t'as aimé. Alors après, oui, il y a des jeux de 80 heures, etc., j'entends. Mais si moi j'ai adoré profondément un jeu, son gameplay et tous ses aspects, et que je veux l'explorer en profondeur, bah je vais aller vers le speedrun plutôt que sur le platine. Le problème, Amos, c'est que tu peux pas dire ça à un fan de JRPG, les jeux que j'aime durent 80 heures tous. Ah bah c'est le problème. Je vais pas me faire des speedruns de 35 heures juste pour le plaisir. Bah et surtout c'est juste ta façon de voir les choses. Toi tu préfères le speedrun comme challenge, Thomas il préfère compléter les succès. C'est aussi simple que ça. Personnellement le speedrun par exemple ça m'intéresse absolument pas, jamais je ferai un speedrun d'un jeu. En fait pour moi quand t'as encore de l'amour pour un jeu, plus que ce que le jeu t'a donné et que tu as besoin de rejouer à ce jeu-là, je vois pas l'intérêt de s'infliger des trucs de merde que t'as pas envie de faire alors que tu pourrais refaire le jeu en ayant un autre objectif qui te donnerait une autre vision sur le jeu. Qui en plus te donnerait des heures à l'infini à jouer sur ce jeu. Donc je comprends l'attrait qu'on peut avoir, mais pour moi c'est que du vent, c'est que je fais des trucs qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'intérêt juste pour satisfaire mon ego. Mais après peut-être je suis une vision biaisée, mais c'est comme ça que je vois les choses. Bah je pense que t'as vraiment une vision biaisée du truc, parce que là j'ai 13 platines, il y en a aucun pour lequel j'ai eu à farmer 150 heures pour un truc à la con et aller récupérer des bitonios je sais pas où, hein. C'est pas le cas. Et souvent, au pire, c'est typiquement, tu parlais de Shadow of War. Bah, moi, j'ai platiné son grand frère, Shadow of Mordor. Bon, il y a un peu de récolte un peu partout, mais justement, moi, je trouve ça sympa. Ça te fait t'approprier l'univers. En fait, je pense que chacun trouve le fun un peu là où il veut. Moi, je trouve ça trop sympa parce que c'est pas du tout un style de jeu que j'adopte par moi-même. Ce côté exploration, vouloir tout récupérer, vouloir tout faire. Et aussi, c'est un côté très détente de faire un jeu avec un guide, etc. Dire... ah, ok, visiblement, à tel endroit, le build optimisé, c'est de faire ça. Qu'est-ce que ça donne quand je fais le build optimisé? Ah ouais, ça marche comme ça, c'est marrant, c'est un style de jeu que j'aurais jamais adopté. Ça, typiquement, je l'ai beaucoup ressenti dans les Final Fantasy que j'ai platiné. Le côté faire des builds que j'aurais jamais fait moi-même, mais c'est marrant de voir ce que ça donne un build optimisé. Et en fait, j'ai pas cette barrière morale de me dire, c'est pas moi qui ai trouvé le build, ça a pas de valeur, parce qu'en fait, je l'ai déjà fini le jeu. Et je sais que je l'aime. Donc en fait, ça m'en donne juste une autre facette qui me fait ressentir comment les autres personnes l'aiment ce jeu. Eh ben écoute, je suis pas convaincu par le platine, t'es pas convaincu par le speedrun. Je ferai un platine quand tu feras un speedrun. Voilà le deal. Bah, il va falloir que je trouve un jeu qui prend pas beaucoup d'heures alors. Allez, petit speedrun sur Xenoblade Chronicles 2 et on se retrouve d'ici 24 à 48 heures. Je suis désolé de te le dire, mais je viens de t'arnaquer, j'ai déjà platine CSGO. Ah. Waouh, ouais. Lancez le jeu, bravo. Alors voilà, j'espère que même si j'ai pas convaincu mes camarades ici présents, eh ben j'ai peut-être convaincu certains d'entre vous de tester l'expérience sur votre jeu de cœur. Parce que moi en tout cas, je me demande déjà
alors que je viens de terminer le platine de Clair Obscur, comme je l'ai dit, qui sera le prochain sur lequel je me pencherai. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, notre carte blanche, elle est commune, puisque tous les trois, on s'est butés ensemble sur le même jeu. Alors Amos, parle-nous un petit peu de Teamfight Manager 2. Alors, c'est une drogue que je vous ai transmise de Teamfight Manager 1. On a joué énormément ensemble à Teamfight Manager 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, Teamfight Manager 1, c'est un jeu qui va simuler la gestion d'une équipe e-sportive. Donc c'est un délire un petit peu particulier, mais vous allez voir, le fun est vraiment présent. Donc dans le Teamfight Manager 1, on joue à un jeu fictif qui s'appelle Arena, je me semble, mais je suis plus très sûr. Où en fait vous allez avoir une équipe e-sport à gérer, donc il faut recruter des joueurs, et ensuite on est dans une arène qui se bat en 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4, où en fait vous allez avoir des joueurs qui choisissent des personnages et qui s'affrontent dessus. Et nous, du coup, notre rôle, c'est de choisir ces joueurs, les entraîner et choisir les personnages qu'ils vont prendre. Donc il y a toute une dimension stratégique dans un premier temps à la gestion des joueurs. Il y a une méta qui est évolutive, donc c'est-à-dire que mince, le jeu a détecté que tel champion était super fort, eh bien il va faire un ajustement sur ce champion pour qu'il soit moins fort ou plus fort. Et du coup, vous faites étudier la méta, regarder, faire des observations, etc. Ce jeu, on l'a énormément joué ensemble, on a adoré ce jeu, et récemment, le 26, est sorti l'épisode 2 de ce jeu. Il est encore mieux. Je sais pas comment dire ça. Je vais vous laisser en parler un petit peu pour pas monopoliser la parole, mais vraiment, c'est une pépite. Est-ce qu'il est mieux? Sûrement. Est-ce qu'il nous parle plus? Oui. C'est parce que, contrairement au premier où est-ce que c'est de l'arène, donc juste des monstres qui se tapent dessus, là, c'est en version MOBA. Et mes deux compères et moi avons un peu joué à des MOBA, notamment League of Legends. Et même au-delà de jouer à des MOBA, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'en plus, on adore l'e-sport de League of Legends. On en regarde énormément. Et donc, du coup, là, c'est littéralement exactement la même chose que regarder l'e-sport, sauf qu'on est actif dans cet e-sport. On choisit nos joueurs, on choisit les champions qu'ils vont prendre, on les regarde jouer ensuite. Il y a une dimension un peu et management d'équipe, il faut faire du merchandising, des trucs comme ça. C'est une pépite. Si vous aimez, ne serait-ce qu'un petit peu, si vous avez joué à LoL, à Dota ou à n'importe quel autre MOBA, ou si vous aimez le principe de Football Manager mais que le football vous intéresse pas, eh ben go, vous allez adorer, je vous le garantis. On se bute à ça comme des sagouins, et c'est un jeu incroyable qui n'a pas beaucoup de visibilité et qui est fait par une toute petite team de quelques personnes. C'est un jeu incroyable. En plus d'avoir ce côté qui nous touche plus, parce qu'effectivement il y a ce côté MOBA qui nous touche énormément, parce qu'on a, comme on l'a dit, on s'est buté à plein de MOBA. C'est surtout que le jeu est beaucoup plus complet, avec des aspects très manager à proprement dire, hein. C'est-à-dire qu'il faut gérer le merch de notre équipe, il faut gérer le mercato, il faut gérer le planning, organiser des matchs. Enfin vraiment, il y a vraiment un côté très manager qui peut peut-être refroidir les gens qui seraient pas trop dans le délire. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, nous c'est notre cam, donc voilà, on se bute à ça et on adore. Et après, même si c'est pas votre délire, vous pouvez recruter justement des assistants pour s'occuper des points qui vous intéressent pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, foncez, ça s'appelle Teamfight Manager 2. C'est fait par un tout petit studio qui est un peu en galère, donc foncez, vous allez les aider au maximum et faites-nous confiance. Et les MOBA, c'est un peu la quintessence du tryhard dans le jeu vidéo. Et c'est justement le sujet d'Amos. Alors on t'écoute, Amos. Alors aujourd'hui, je vais prendre ma casquette du joueur aigri, du joueur qui râle. Vous allez souvent m'entendre râler dans cette émission. Mais là, j'ai un combat à mener, un combat que je mène depuis des années, et que mes deux comparses m'entendent souvent râler à ce propos. Donc je vais vous parler un petit peu d'une mode qui, selon moi, a complètement détruit le jeu vidéo dans sa globalité et rendu une génération de joueurs complètement aliénés et déraisonnables. Je vais vous parler du tryhard dans les jeux vidéo. Alors déjà, on va prendre à la base, pour vous, qu'est-ce que c'est le tryhard? Essayez dur. Merci pour ça, on va peut-être développer un petit peu plus. Non, plus sérieusement, le fait de tryhard dans l'imaginaire collectif des gamers, c'est vraiment se donner à fond sur un jeu. En tout cas, c'est ça que ça voulait dire au début. Et le mot a un petit peu perdu son sens, parce que maintenant, on va parler de tryhard, par exemple. Dans le cas, par exemple, des platines, si je reviens sur mon expérience contre Simon, ce fameux true last boss de Clair Obscur, eh bien, Shulking peut vous assurer que j'ai un petit peu tryhard pendant mon sommeil, puisque j'ai dû imaginer un build un peu farfelu qui me permettait de faire des choses que le jeu ne devrait pas me permettre de faire pour exploser ce malandrin et finalement le battre. Donc le tryhard, ça peut prendre d'autres formes, c'est pas forcément juste le fait
de s'investir très très fortement dans un jeu, généralement, on dit d'une personne qu'elle tryhard quand elle prend le jeu très très au sérieux. Alors on va utiliser les mots tels qu'ils sont, on va regarder la définition du Wiktionary, donc c'est un site qui répertorie une multitude d'expressions d'internet, et qui va donner un petit peu de contexte à ces expressions. Cette définition va me donner du grain à moudre, parce qu'on y recense 2 définitions distinctes. La première est très proche de ce que Thomas nous a dit, à savoir jouer avec beaucoup de sérieux afin de progresser rapidement. Donc ça veut dire vraiment se donner à fond dans un jeu à corps perdu pour progresser rapidement. Mais il y a également une deuxième définition qui tombe à point nommé puisqu'elle va parfaitement dans mon sens. Jouer avec beaucoup trop de sérieux alors qu'il n'y a pas d'enjeu, que l'on n'est pas en compétition. Ça, c'est la deuxième définition du tryhard, et c'est exactement ce de quoi je vais vous parler. Donc, on y remarque dans un côté une connotation positive et une bien plus négative. Alors, avant de commencer, je suis pas seulement un mec aigri, un peu aigri, mais pas seulement ça. Donc, je vais nuancer mes propos avant de les énoncer, et vous dire pourquoi le tryhard dans les jeux, c'est quand même vachement cool. Donc, comme beaucoup d'entre nous, je suis un aficionados des jeux services en tout genre. Rien de mieux après le boulot que d'éclater des gamins pleins d'ego avec mon Mundo Top, le top 1 avec ma compo Yordle full opti, ou encore de spike un mec avec mon Bodvar bien sharp. C'est des choses qu'on a tous fait, qu'on adore tous. Je ne vais pas juger, je suis avec vous dans votre équipe. En effet, se donner à fond dans un jeu compétitif, c'est un sentiment super plaisant quand ça paye et super frustrant quand ça ne fonctionne pas, mais dans tous les cas, c'est la certitude d'avoir des sensations fortes et grisantes. Alors moi j'ai modulé juste un petit peu ce que tu viens de dire. Alors vous le savez tous les deux, j'ai été, je pense qu'on peut le dire, addict à League of Legends pendant pas mal d'années. Voilà, je me suis buté au jeu, je faisais de la ranked toute la journée, et j'ai atteint mon petit niveau de master, voilà, il faut le rappeler. Mais à mon sens, tryhard, c'est une discipline qui est trop bien, uniquement quand les autres tryhard aussi. Dans un mode de jeu qui est conçu pour la tryhard, c'est une discipline qui est vraiment très fun de diguer un jeu, d'essayer de creuser un jeu au maximum, dans un jeu compétitif comme tu le dis. Mais, et je pense que ça va être la suite de ta phrase, certaines personnes tryhard des trucs qui sont pas faits pour être tryhardés. Effectivement, rien de mieux que de progresser à pas sur un jeu qu'on apprécie et de le remarquer en écrasant son adversaire sur tous les aspects d'un jeu sur lequel on s'est beaucoup investi. Et pour le coup, comme Thomas vient de vous le dire, c'est pas lui qui va le contredire. Parlons-en, tiens, quel est votre rapport à vous deux avec les jeux compétitifs, que ce soit LoL, CSGO, Overwatch ou même le bon vieux Rocket League? Relation toxique, League of Legends, Counter-Strike, des ex toxiques, j'ai envie de dire. Toi, t'es dans une relation amour-haine, tu les aimes mais tu les fuis quand même. Oui. Et mais par contre, il y a un jeu avec lequel c'était que de l'amour jusqu'à la sortie de Steve, Super Smash Bros Ultimate. Ah bah ça, et puis c'est pas le seul problème du jeu, mais on t'en parlera peut-être un jour dans une chronique, je le sens que ça te tient à cœur. Pour ma part, j'ai déjà joué à des jeux compétitifs quasiment toute ma vie de gamer. Allez, c'est le moment des dédicaces, je vais les citer à l'appel, vous inonder de vieux souvenirs. League of Legends, CSGO, CS2, Valorant, Teamfight Tactics, Wolf Team, Oh putain. Happy World, Rocket League, Dota 2, Fortnite, PUBG, Apex, Overwatch, Brawlhalla, The Finals, Heroes of the Storm, Ouais. Hearthstone, Pokémon Unit, Trackmania, Smite, Rainbow Six Siege, Unshowdown, Marvel Rivals et bien d'autres auxquels je n'ai pas joué, mais c'est ceux auxquels j'ai principalement joué. Bref, j'en ai très probablement oublié dans ma liste des jeux sur lesquels j'ai passé tant d'heures, mais c'est juste pour vous démontrer que le système même de tryhard fait partie de mon ADN de gamer. Mais du coup, vous allez me dire, il yoyote le père Amos, sa chronique critique un truc qu'il aime d'un amour fou. Eh ben, pas exactement, figurez-vous. C'est vraiment pas les jeux services que je critique. Oui, c'est vrai, j'aime énormément les jeux services, mais j'aime beaucoup moins ce qu'ils ont apporté au monde du jeu vidéo dans sa globalité. Je me suis fait cette réflexion très récemment pendant un de mes streams. À Moscané sur Twitch, je jouais essentiellement à des jeux Pokémon et en ce moment à PokéMMO, donc n'hésitez pas à passer. Allez donner de la force. Merci. Et donc sur mon stream, j'ai monté ma petite team Pokémon pour faire la ligue basée uniquement sur mes préférences de ces Pokémon et de leur intérêt dans ma team, quand un de mes viewers adorés m'a fait signaler « Elle est bizarre ta team, pourquoi t'as pas pris Dracolos, Léviator et Alakazam, c'est pas du tout opti ?» Et là je me suis arrêté quelques secondes et je me suis dit « Mais c'est un putain de jeu solo ? Pourquoi j'aurais besoin d'optimiser mon équipe ? Pourquoi je devrais faire une team parfaitement opti dans un jeu solo ? Je suis en compétition avec personne. Pourquoi est-ce que dans un jeu de capture de monstres et d'élevage de monstres, je devrais prendre des créatures que je n'aime pas juste parce qu'elles sont puissantes ? Ça n'a aucun sens, le jeu ne demande pas ça à aucun moment. Et pourtant, malgré ma réaction, la totalité du chat était contre moi. Alors vous me direz, on a le chat qu'on mérite, et je vous répondrai, certes, je les aime ces imbéciles malgré tout. Mais ça m'a soulevé plein de questions. Et ça a fait écho à plein de moments de gaming dans ma vie. Un moment où un de mes amis m'expliquait que j'étais nul. En 2 semaines de jeu, j'avais pas battu l'Ender Dragon.
Ou encore à cette Aram, l'autre jour, avec Shulk, Thomas et ma compagne, où notre allié m'a insulté sur 5 générations parce que mon équipement n'était pas le plus optimisé, sur un mode de jeu entièrement basé sur le fun. En même temps, ton Asus AP... Oh là 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 là, écoutez, on donne raison. Ou encore quand je jouais Elden Ring, quand Thomas et certains de mes amis me disaient que j'étais un débile. Mais oui, enfin Amos, pourquoi tu lances Margit en boucle pendant 24 heures à non-stop en étant à poil et en jouant de la manière que tu veux jouer? C'est pas opti, va chercher cette épée dans cette grotte qui va te permettre de trichot le boss, c'est pas du tout opti comme manière de jouer. Alors là, tu déformes, mais alors c'est même plus déformer mes propos. Et alors m'accuser moi de tryhard sur Elden Ring, faut vraiment être gratiné. Donc là, on va pas être content. Je confirme ce que dit Amos. On m'a harcelé pendant 3 heures. Merci. Non mais, j'ai rien de plus à dire. Ou encore un autre pote qui m'expliquait que Terraria c'est super nul parce que c'est mal équilibré. Si tu pêches, tu chopes le meilleur stuff du jeu et tu peux rouler dessus. Mais Timéo, ne pêche pas alors. Alors ça, c'était moi, et je continue de penser que c'est une grave erreur de game design, mais bref. Mais Thomas, c'est un jeu solo. Ne pêche pas si la pêche c'est topé. Qu'est-ce qui te force à pêcher? Tu t'es mis en compétition avec qui? Ça, c'est un argument fallacieux. Parce que l'argument de dire si un truc te plaît pas dans un jeu parce que tu trouves qu'il est mal équilibré, ne le fais pas, c'est complètement débile. Ça ne le supprime pas du jeu. Mais si ça te retire le fun, ne le fais pas. Oui, Pokémon, c'est trop facile. Bah non, il suffit de t'imposer un level cap et de n'utiliser aucun objet. Bah non, c'est quand même là dans le jeu, désolé. Bref, ma question dans toute cette complainte c'est mais où est passé le fun? Où est passée cette insouciance enfantine quand on prenait notre Pijaco dans notre équipe parce que c'est super marrant de changer le son quand il fait ses attaques? Où sont passés ces moments où tourner en rond dans la capitale en boucle sur notre MMO local, en discutant paisiblement avec des potes de notre vie sans chercher à optimiser votre stuff pour le prochain donjon? Qu'est-il advenu de ces moments où on appréciait faire une jolie maison et une ferme pendant nos 2 semaines de Minecraft annuelles et qu'on s'en fichait si on n'obtenait même pas un diamant dans l'opération? Le monde du jeu vidéo est devenu morose, mais pourquoi on laisse le gaming de le devenir ainsi? Rendez l'utilité première marquée au fer blanc dans le nom de la discipline. Dans jeu vidéo, il y a jeu. Alors jouons bordel, laissons au placard cette rigueur démoralisante et remettons le plaisir de la découverte, du fun viscéral et de la tristesse mordante des émotions puissantes au centre de toute chose. Sans penser à toutes ces considérations inutiles d'optimiser le moindre chiffre sur notre écran. Amusons-nous, merde! Bon, effectivement, je pense que déjà, ce qu'on peut écarter, c'est que on ne dit pas que le fait de tryhard n'a aucun intérêt, n'est pas fun. Typiquement, je reprends mon exemple de battre Simon, j'avais un sourire comme un gros débile en voyant mon verso déchaîner 65 balles dans sa tronche par tour. Et c'était parce que j'avais bien... Et c'était parce que ce que j'observais, c'était le résultat de mon tryhard, de ma pratique. Maintenant, si j'avais juste bêtement été chercher un build sur internet, ça n'aurait pas eu la même saveur. Donc, écartons ce point-là tout de suite. C'est fun de tryhard dans certaines conditions. Maintenant, c'est vrai que je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de totalement vrai. Les joueurs ne savent plus ne pas tryhard. Et encore, ce que tu décris comme les gens veulent des Pokémon puissants dans leur équipe, je peux le comprendre, parce que même moi, quand j'étais petit, je tryhardais pas totalement, mais mettre un Pokémon nul dans mon équipe, ça n'avait pas de sens. Ou en tout cas, que moi je trouvais nul dans mon équipe, ça n'avait pas de sens. Maintenant, moi, ce que je trouve beaucoup plus dramatique, c'est la volonté d'un mec qui découvrirait Pokémon, d'avant même de lancer le jeu, de se dire « Ok, voilà le choix des starters. Je vais aller regarder sur YouTube lequel est le plus optimisé pour mon équipe. » Exactement. Avant même d'avoir découvert le jeu. Et je connais beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Avec Shulky, on a un bon ami qui de toute façon réagit comme ça. Tout à l'heure, j'ai découvert Lumentail, effectivement, et au moment du choix du starter, il était avec moi en live, et il me disait, regarde tous les autres avant pour savoir c'est lequel le plus fort. Non, ça ne marche pas comme ça, un jeu vidéo, désolé. Mais merde, où est passé le fun? On s'emmerde, quoi. Le nombre de fois où tu vas sur un stream de quelconque d'un mec qui découvre Elden Ring, et qu'il a déjà regardé un build optimisé sur internet pour rouler sur le jeu. Mais quel est le putain d'intérêt? Pourquoi les gens font ça? Arrêtez de tout tryhard en permanence. Et c'est pareil, quand tu joues un mode de jeu fun sur un jeu compétitif, c'est fun, c'est marqué dans le nom. Arrêtez de prendre le truc le plus opti et de tryhard vos vies. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Bah oui, concrètement, si toi t'y prends du plaisir dans une partie qui est dédiée au fait de s'amuser, qui a pas marqué classé dessus, roule mon gars, c'est ça si ça te fait marrer, nous ça nous fait marrer aussi. Y a pas de souci. Et c'est super marrant de troller avec des copains. Maintenant, à partir du moment où ça n'engendre aucun problème aux autres joueurs que tu ne connaîtrais pas, fais-toi plaisir. Le problème, c'est les gens qui vont dans des modes de jeu fun, sur plein de jeux compétitifs, et qui vont insulter tout le monde. C'est en général les mêmes personnes qui insultent les débutants dans les parties non classées pour les débutants. Mais par contre, pour moi, le point symptomatique du fait qu'il y a vraiment un problème, j'ai un très bon ami, par exemple, qui fait un exemple parfait. Il est incapable, aujourd'hui, de lancer un jeu qu'il ne connaît pas, sans avoir épluché des dizaines de guides et des dizaines de builds optimisés pour le jeu, parce qu'il a peur de lancer le jeu
et de louper l'expérience du jeu parce qu'ils n'auraient pas regardé les builds les plus forts sur internet avant. Et je trouve ça terrifiant. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Je dirais juste, faites comme moi, n'écoutez rien et jouez votre vie. Voilà, je sais qu'on est dans la même équipe. Et je pense qu'avec ça, on a un petit peu fait le tour du sujet, donc on va pouvoir clôturer l'émission d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ou un petit like, ou un petit commentaire sur YouTube. Et si vous en voulez plus, eh bien il y a toujours l'épisode du Focus sur God of War qui est sorti il y a quelques semaines et qui est disponible sur toutes nos plateformes, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de quoi, Shulking ? Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Le meilleur jeu Dragon Ball. Et bah ça promet du lourd. Allez, je vous fais la bise. Salut! Ciao ciao.